Dès l'aube, une tension presque imperceptible s'installe dans l'air autour de l'Institut Auguste Armand, comme si chaque pierre du bâtiment pressentait que cette journée ne serait pas une simple finale, mais un moment charnière capable de redéfinir des trajectoires humaines. Dans les couloirs encore silencieux, les pas résonnent différemment, porteurs d'une gravité que même les élèves les plus aguerris ne parviennent pas à masquer. À mesure que les premières brigades prennent place, les regards se croisent sans vraiment se rencontrer, chacun enfermé dans ses propres calculs, ses doutes, ses ambitions. La compétition n'est plus seulement une épreuve culinaire, elle devient un théâtre intérieur où les égos, les blessures et les désirs d'affirmation s'affrontent en silence, prêts à éclater au moindre faux pas. C'est alors que la décision de Emmanuel Tessier tombe, résonnant comme un ajustement aussi stratégique que symbolique. Pour compenser l'absence d'Igor, les directeurs seront autorisés à intégrer leur brigade. Une mesure exceptionnelle qui, sous ses airs d'équité, introduit une pression supplémentaire, car elle confronte directement les élèves à l'ombre de leur mentor. Dans cet équilibre fragile, la présence simultanée de Cardone et de Louis au sein de leurs équipes agit comme un catalyseur. Les dynamiques changent instantanément, les responsabilités se diluent ou se concentrent, et chacun doit réapprendre à trouver sa place dans un collectif soudainement redéfini, où la hiérarchie devient mouvante et parfois déstabilisante. Pendant ce temps, à l'écart de cette agitation officielle, une scène plus intime se joue sans témoin direct, mais dont les conséquences vont profondément altérer l'équilibre émotionnel de la journée. Louis, en passant près d'un groupe formé par Jasmine, Tom et Jim, capte malgré lui une conversation qui ne lui était pas destinée. Les mots de Jasmine, prononcés avec une légèreté apparente, prennent une toute autre dimension dans l'esprit de Louis. Elle affirme qu'il ne s'est rien passé entre eux, ou presque, réduisant leur lien à une parenthèse insignifiante, tout en évoquant son comportement toxique avec une franchise qui tranche avec les sentiments qu'il pensait encore partager. À cet instant précis, quelque chose se fissure en lui, non pas dans un éclat spectaculaire, mais dans un glissement intérieur, une désillusion progressive qui transforme son regard. Ce qu'il entend ne se contente pas de le blesser, cela remet en question sa perception même de leur histoire, comme si les souvenirs qu'il croyait solides se dissolvaient brutalement. Ainsi, lorsqu'il rejoint la brigade, son attitude a déjà changé, imperceptiblement pour certains, mais radicalement pour ceux qui le connaissent vraiment. Son regard devient plus distant, ses gestes plus mécaniques, comme s'il s'était retranché derrière une carapace invisible destinée à contenir une colère qu'il refuse encore d'assumer pleinement. Dans le même temps, Jasmine, absorbée par la préparation de l'épreuve finale, ne mesure pas immédiatement l'impact de ses paroles. Elle avance avec une détermination presque instinctive, portée par l'enjeu du championnat, sans se rendre compte que le terrain sur lequel elle s'apprête à jouer n'est plus seulement celui de la cuisine, mais aussi celui d'une relation en train de se désagréger. Lorsque tous se réunissent finalement dans l'amphithéâtre pour l'annonce officielle du déroulement de la finale, l'atmosphère se densifie encore. Les règles sont claires. Chaque brigade devra concevoir un menu incarnant l'identité de son école, puis le servir à de véritables clients dont les notes compteront pour moitié dans le résultat final. Ce dispositif, en apparence simple, introduit en réalité une complexité redoutable. Il ne s'agit plus seulement de convaincre un jury expert, mais de séduire un public hétérogène, imprévisible, dont les attentes peuvent échapper à toute logique académique. Une double exigence qui oblige chaque équipe à naviguer entre rigueur technique et sensibilité émotionnelle. À cet instant, les regards se tournent instinctivement vers les figures d'autorité, comme pour y puiser une forme de stabilité. Mais même ces piliers semblent traversés par des tensions silencieuses, notamment du côté de Tessier, dont l'exigence habituelle se teinte d'une vigilance accrue, comme s'il pressentait que l'enjeu dépassait largement le simple cadre de la compétition. Dans cette configuration, la brigade de Louis et Jasmine apparaît à la fois comme une force et une fragilité. Leur complémentarité, autrefois évidente, se trouve désormais parasitée par une distance émotionnelle qui menace de déséquilibrer l'ensemble. Chaque échange, chaque décision, porte en lui le risque d'un malentendu ou d'une rupture plus profonde. Et pourtant, malgré cette tension latente, le travail commence, presque mécaniquement. Les ingrédients sont disposés, les gestes s'enchaînent, et la cuisine redevient un langage commun, une zone de refuge où les émotions peuvent être temporairement mises de côté. Mais sous cette surface maîtrisée, les failles continuent de s'élargir. C'est dans ce contexte que se dessine la véritable question de cette finale, bien au-delà du trophée. Une brigade peut-elle rester unie lorsque ceux qui la composent ne partagent plus la même vision, ni les mêmes sentiments? La réponse, encore incertaine, commence déjà à s'écrire dans chaque regard évité, dans chaque silence prolongé, dans chaque geste exécuté sans conviction. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut,
d'autres trajectoires se mettent en place, moins visibles mais tout aussi déterminantes. Léonard Seba, par exemple, se trouve à un moment charnière de son parcours personnel, oscillant entre le poids de son héritage et le désir de redéfinir sa propre identité. Depuis plusieurs jours, une réflexion silencieuse l'habite, nourrie par les événements récents et par une prise de conscience progressive. Fuir son passé ne lui permet plus d'avancer. Ce constat, difficile à accepter, agit pourtant comme un déclencheur, le poussant à envisager un geste qu'il aurait été incapable de faire auparavant. Ainsi, alors que tout le monde semble focalisé sur la finale, Léonard fait un choix qui, à première vue, peut sembler anodin, mais qui en réalité marque une rupture profonde avec ses anciens mécanismes de défense. Il décide de se rapprocher de son père, non pas par obligation, mais par volonté réelle de comprendre et, peut-être, de pardonner. Cette décision, encore fragile, s'inscrit dans un mouvement plus large de réconciliation intérieure. Elle témoigne d'une maturité nouvelle, d'une capacité à affronter ce qui faisait peur, plutôt qu'à l'éviter. Et même si rien n'est encore acquis, ce premier pas contient déjà en lui la promesse d'un apaisement possible. Ainsi, tandis que la cuisine devient le théâtre d'une bataille visible, d'autres luttes, plus silencieuses, se jouent en parallèle, rappelant que les véritables enjeux de cette journée ne se limitent pas à un classement ou à une victoire, mais touchent à des transformations bien plus profondes, parfois invisibles à l'œil nu. Et dans cette superposition de tensions, de décisions et d'émotions, la finale du championnat commence réellement, non pas au moment où les plats sont servis, mais dès l'instant où chacun accepte, consciemment ou non, de se confronter à ce qu'il est vraiment devenu. À mesure que l'épreuve se met réellement en place, l'effervescence des cuisines laisse progressivement place à une concentration presque oppressante, comme si chaque membre des brigades entrait dans une bulle hermétique où le moindre détail pouvait faire basculer l'issue. Les gestes deviennent plus précis, les paroles plus rares, et les regards se chargent d'une intensité nouvelle, révélant l'importance de l'instant. Dans la brigade de Louis et Jasmine, cette tension est encore plus palpable, car elle ne se limite pas à l'enjeu culinaire. Elle s'alimente d'un déséquilibre émotionnel qui, bien que silencieux, influence chaque décision. Louis, désormais enfermé dans une froideur qu'il ne cherche même plus à dissimuler, agit avec une rigueur presque excessive, comme pour compenser un trouble intérieur qu'il refuse d'exprimer. Face à lui, Jasmine tente de maintenir une dynamique constructive, s'accrochant à la logique du travail collectif comme à une bouée. Elle propose, ajuste, anticipe, sans vraiment comprendre pourquoi ces initiatives semblent désormais rencontrer une résistance implicite. Ce décalage, subtil mais constant, installe une dissonance qui fragilise l'harmonie pourtant essentielle à la réussite de leur menu. Pendant ce temps, les premières étapes du service commencent à révéler les orientations choisies par chaque école. L'Institut Auguste Armand mise sur une identité forte, ancrée dans la technique et l'émotion, tandis que l'Académie Béliat cherche à impressionner par une approche plus audacieuse, presque provocatrice, destinée à marquer les esprits des clients. C'est alors que les premiers retours des convives commencent à circuler, parfois encourageants, parfois plus nuancés. Chaque remarque, même anodine, prend une importance démesurée, car elle peut influencer la perception globale du menu. Les brigades doivent donc ajuster leur rythme en temps réel, naviguant entre adaptation et fidélité à leur concept initial. Dans ce contexte mouvant, Louis continue d'imposer ses choix avec une autorité froide, comme s'il cherchait à garder le contrôle coûte que coûte. Pourtant, derrière cette maîtrise apparente, une tension plus profonde s'accumule, alimentée par les paroles qu'il a entendues plus tôt et qu'il n'a toujours pas digérées. À ce moment-là, une situation délicate se présente autour du dessert, point culminant de l'expérience proposée au client. Jasmine avance une idée qui, à première vue, s'écarte légèrement de la ligne fixée par Louis, mais qui possède une cohérence et une finesse capables de sublimer l'ensemble du menu. Le silence qui suit sa proposition en dit long sur l'état de la brigade. Chacun attend la réaction de Louis, conscient que cette décision ne sera pas uniquement technique. Pendant quelques secondes, le temps semble suspendu, comme si l'enjeu dépassait largement la simple question d'un dessert. Finalement, Louis accepte, mais sans enthousiasme apparent, presque à contre-cœur. Ce choix, dicté par la raison plus que par la confiance, marque un tournant discret mais significatif. Il reconnaît, malgré lui, la pertinence de Jasmine, tout en refusant de lui accorder pleinement la légitimité qu'elle mérite. Dans le même temps, du côté de la brigade adverse, les tensions prennent une forme différente, plus visible, plus immédiate. Bianca, confrontée à la réalisation d'un caramel particulièrement exigeant, voit son geste vaciller à un moment critique, menaçant de compromettre une partie essentielle de leur dessert. Autour d'elle, l'inquiétude monte instantanément, mais au lieu de céder à la panique,
plusieurs figures clés, dont Tessier et Jim, interviennent avec une précision presque chirurgicale. Leur soutien, à la fois technique et moral, permet à Bianca de reprendre le contrôle, transformant un potentiel échec en démonstration de résilience. Cette scène, observée de loin par certaines brigades, agit comme un rappel brutal. Dans une compétition de ce niveau, la solidarité peut parfois faire la différence autant que le talent individuel. Une leçon que la brigade de Louis et Jasmine semble, pour l'instant, avoir du mal à intégrer pleinement. Pendant ce temps, les allers-retours entre la cuisine et la salle s'intensifient, chaque plat devenant un message adressé directement au client. Les réactions se multiplient, certaines enthousiastes, d'autres plus critiques, créant une atmosphère d'incertitude constante où rien n'est jamais acquis. Dans cette dynamique, Jasmine s'accroche à chaque signe positif comme à une preuve que leur travail porte ses fruits. Pourtant, elle ne peut ignorer le comportement de Louis, dont la distance devient de plus en plus évidente. Chaque échange avec lui semble désormais chargé d'un non-dit, d'une tension qu'elle ne parvient pas encore à nommer clairement. À mesure que le service avance, la fatigue commence également à se faire sentir, altérant légèrement la lucidité de certains membres des brigades. Les gestes deviennent plus mécaniques, les erreurs plus probables, et la pression, loin de diminuer, s'intensifie à mesure que la fin de l'épreuve approche. C'est dans ce contexte d'épuisement et de tension que la véritable nature des relations humaines se révèle. Les masques tombent, les caractères s'affirment, et les alliances, même implicites, prennent une importance déterminante. Dans la brigade de Louis et Jasmine, cette phase agit comme un révélateur des fractures déjà présentes. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, Léonard Seba poursuit son propre cheminement, loin du tumulte de la compétition. Sa décision de se rapprocher de son père commence à prendre forme concrète, mais elle s'accompagne d'une appréhension difficile à contenir. Avec Ferdinand à ses côtés, il se dirige vers cet homme qu'il a longtemps tenu à distance, oscillant entre rancœur et incompréhension. Chaque pas vers lui est chargé d'un poids émotionnel considérable, comme s'il traversait un espace invisible où se mêlent souvenirs douloureux et espoir de réconciliation. Lorsqu'ils le rejoignent enfin, le moment semble suspendu, fragile, presque irréel. Les mots, d'abord hésitants, peinent à trouver leur place, mais l'intention, elle, est claire. Léonard ne cherche plus à fuir, il cherche à comprendre, à reconstruire, même si cela implique de revisiter des blessures encore vives. Contre toute attente, la réaction de son père est empreinte d'une ouverture qu'il n'avait pas anticipée. Acceptant de partager un verre avec ses fils, il laisse entrevoir une possibilité de rapprochement qui, jusqu'ici, semblait hors de portée. Ce simple geste devient alors le point de départ d'un dialogue longtemps différé. Dans ce cadre plus intime, loin des regards et des jugements, les échanges prennent une tonalité différente. Les tensions ne disparaissent pas, mais elles s'adoucissent, laissant place à une forme de reconnaissance mutuelle. Léonard découvre un homme moins inaccessible qu'il ne l'avait imaginé, tandis que son père semble redécouvrir ses fils sous un jour nouveau. Ainsi, tandis que la compétition atteint son paroxysme dans les cuisines, une autre forme de victoire commence à se dessiner ailleurs, plus discrète mais tout aussi essentielle, celle d'un lien familial en reconstruction, fragile mais sincère, qui témoigne d'une évolution intérieure profonde. Et dans cette juxtaposition de trajectoire, la journée continue de tisser sa complexité, mêlant réussite visible et transformation silencieuse, comme si chaque personnage, à sa manière, participait à une épreuve bien plus vaste que celle annoncée au départ. À ce stade de l'épreuve, la frontière entre maîtrise et déséquilibre devient de plus en plus mince, comme si chaque seconde passée en cuisine rapprochait les brigades d'un point de rupture inévitable. La pression, désormais constante, ne se manifeste plus seulement dans les gestes, mais dans les silences, dans les respirations retenues, dans ces micro-hésitations qui trahissent une fatigue accumulée. Dans la brigade de Louis et Jasmine, cette fatigue prend une coloration particulière, car elle se mêle à une tension émotionnelle non résolue. Louis, toujours enfermé dans son mutisme distant, continue d'exécuter les tâches avec une précision presque froide, mais son regard, parfois, trahit une agitation intérieure qu'il ne parvient plus totalement à contenir. Jasmine, de son côté, commence à percevoir plus clairement ce changement, sans en comprendre encore l'origine exacte. Elle ressent une forme de rejet diffus, une distance qui ne correspond ni à la situation ni à leur passé commun. Pourtant, elle choisit de ne pas confronter immédiatement cette impression, préférant se concentrer sur l'objectif immédiat, mener la brigade jusqu'au bout. Pendant ce temps, le service entre dans sa phase la plus critique, celle où les clients, désormais rassasiés par les premières propositions, deviennent plus exigeants, plus attentifs aux détails. Chaque plat doit non seulement être techniquement irréprochable, mais aussi porter une émotion,
une signature capable de marquer durablement les esprits. C'est dans ce contexte que le dessert, fruit du compromis entre Louis et Jasmine, commence à être envoyé en salle. Ce moment, censé représenter l'aboutissement de leur collaboration, se transforme en réalité en un test implicite de leur capacité à dépasser leurs différends. Les premières réactions, rapportées par les serveurs, sont encourageantes. Les clients semblent touchés par l'équilibre du dessert, par sa capacité à raconter quelque chose de l'institut sans tomber dans la démonstration. Cette validation extérieure agit comme une respiration, une parenthèse dans la tension ambiante. Mais pour Louis, cette réussite a un goût ambigu. Il sait que cette idée n'est pas la sienne, et même s'il reconnaît intérieurement la pertinence de Jasmine, il peine à l'accepter pleinement. Ce conflit intérieur, discret mais persistant, nourrit une frustration qui ne demande qu'à s'exprimer. Dans le même temps, l'ensemble de la brigade ressent un léger regain de confiance. Les gestes se fluidifient, les échanges deviennent plus efficaces, comme si la perspective d'une réussite possible permettait momentanément de dépasser les tensions internes. Pourtant, cette accalmie reste fragile, suspendue à un équilibre précaire. Du côté de l'Académie Bélia, la dynamique est différente, mais tout aussi intense. L'incident du caramel, désormais maîtrisé, a laissé des traces, rappelant à chacun que la moindre erreur peut avoir des conséquences immédiates. Cette conscience aiguë du risque pousse la brigade à redoubler de vigilance, parfois au détriment de la spontanéité. À cet instant précis, l'épreuve ne se joue plus uniquement sur le terrain de la technique, mais sur celui de la gestion émotionnelle. Les équipes doivent maintenir leur cohésion tout en absorbant les tensions individuelles, un exercice d'équilibriste où la moindre fissure peut s'élargir brutalement. Dans la brigade de Louis et Jasmine, cette fissure commence justement à apparaître de manière plus visible. Les échanges se font plus courts, plus secs, et certains regards deviennent évitants. Ce qui n'était qu'une distance implicite se transforme peu à peu en une véritable barrière invisible. Pour Jasmine, cette évolution devient difficile à ignorer. Elle ressent que quelque chose lui échappe, que Louis agit désormais comme s'il avait pris une décision intérieure dont elle ne connaît pas les raisons. Cette incompréhension ajoute une couche de tension supplémentaire à une situation déjà complexe. C'est alors que l'épreuve approche de son terme, et avec elle, la nécessité de finaliser chaque détail. Les assiettes doivent être parfaites, les envois synchronisés, les dernières corrections effectuées sans hésitation. Dans ce moment charnière, il n'y a plus de place pour le doute, seulement pour l'exécution. Louis, malgré tout, reste concentré, presque implacable. Sa capacité à compartimenter ses émotions lui permet de maintenir un niveau d'exigence élevé, mais ce contrôle a un coût. Il l'éloigne encore davantage de Jasmine, comme si chaque geste précis creusait un peu plus le fossé entre eux. Dans le même temps, Jasmine mobilise toutes ses ressources pour maintenir l'équilibre de la brigade. Elle compense, ajuste, soutient, parfois sans même s'en rendre compte, agissant comme un point d'ancrage dans un environnement instable. Cette posture, bien que nécessaire, la fatigue profondément. Lorsque le dernier plat est enfin envoyé, un silence étrange s'installe dans la cuisine, comme après une tempête. Les corps, tendus depuis des heures, relâchent progressivement la pression, et les esprits commencent à intégrer ce qui vient de se passer. Mais l'incertitude, elle, demeure entière. Dans cet entre-deux, où l'action laisse place à l'attente, les émotions refont surface avec une intensité renouvelée. Les regards se croisent, les sourires apparaissent, mais ils sont souvent teintés d'une nervosité difficile à masquer. Personne ne sait encore si les efforts consentis seront récompensés. Pour Louis et Jasmine, cet instant suspendu est particulièrement chargé. Ils se trouvent physiquement proches, mais émotionnellement éloignés, comme deux trajectoires qui auraient cessé de converger. Leur travail commun, pourtant réussi, ne suffit plus à combler la fracture qui s'est installée. Pendant ce temps, ailleurs, la soirée prend une tonalité différente pour Léonard Seba. Le moment partagé avec son père et son frère commence à produire ses effets, transformant progressivement une rencontre tendue en une expérience presque apaisante. Autour d'un simple verre, les échanges deviennent plus naturels, moins chargés de reproches implicites. Léonard découvre une forme de normalité qu'il n'avait jamais vraiment connue dans cette relation, comme si le poids du passé, sans disparaître, cessait momentanément de dominer chaque interaction. Ce moment, d'apparence ordinaire, prend pour lui une dimension presque inattendue. Il réalise que la réconciliation ne passe pas nécessairement par de grandes déclarations, mais par ces instants simples où chacun accepte de se montrer tel qu'il est, sans masque ni stratégie. Ferdinand, présent à ses côtés, joue un rôle discret mais essentiel, facilitant les échanges, atténuant les tensions, comme un médiateur naturel. Sa présence permet d'éviter que la conversation ne replonge dans les conflits anciens,
offrant à chacun un espace pour respirer. Ainsi, alors que la compétition culinaire touche à sa fin dans une attente lourde de conséquences, une autre forme d'aboutissement se dessine en parallèle. Pour Léonard, cette soirée marque le début d'un nouveau rapport à son histoire, moins conflictuel, plus ouvert, même si encore fragile. Et dans cette double dynamique, entre tension collective et apaisement individuel, la journée continue de révéler ses enjeux profonds, montrant que certaines victoires ne se mesurent pas en trophées, mais en pas franchis vers soi-même et vers les autres. Lorsque le jury commence enfin à se réunir pour délibérer, une atmosphère particulière s'installe dans l'amphithéâtre, faite d'un mélange d'excitation contenue et d'inquiétude latente. Les brigades, désormais sorties de l'urgence de l'action, se retrouvent confrontées à une attente silencieuse, souvent plus difficile à supporter que l'épreuve elle-même. Dans cet espace suspendu, chacun tente de relire mentalement le déroulé de sa prestation, cherchant à anticiper les réactions du jury comme pour reprendre un semblant de contrôle sur une situation qui lui échappe désormais totalement. Les souvenirs récents deviennent des objets d'analyse, chaque détail étant scruté avec une intensité presque obsessionnelle. Pour la brigade de Louis et Jasmine, cette attente prend une dimension encore plus lourde, car elle se double d'un malaise persistant. Le succès relatif du service n'a pas suffi à effacer les tensions internes, et l'absence de dialogue entre eux transforme ce moment en une cohabitation silencieuse, presque inconfortable. Louis, en particulier, semble enfermé dans une réflexion intérieure qui le coupe du reste du groupe. Il observe sans vraiment voir, écoute sans réellement entendre, comme si son esprit était ailleurs, absorbé par une question qu'il ne parvient pas à résoudre. Comment interpréter les paroles de Jasmine sans remettre en cause tout ce qu'il croyait solide entre eux? De son côté, Jasmine commence à ressentir le poids de cette distance avec une acuité nouvelle. L'absence de confrontation directe rend la situation encore plus troublante, car elle ne lui offre aucune prise pour comprendre ou apaiser ce qui se joue. Elle perçoit que quelque chose s'est brisé, mais ne sait pas encore comment le nommer. Dans le même temps, les autres brigades échangent leurs impressions, comparant leurs ressentis, partageant leurs doutes et leurs espoirs. Ces conversations, parfois anodines, parfois plus profondes, créent une forme de communauté temporaire, où chacun reconnaît dans l'autre une expérience similaire de tension et d'incertitude. C'est alors que le jury fait son retour, et avec lui, une concentration immédiate de toutes les attentions. Les discussions s'interrompent, les corps se redressent, et un silence presque solennel envahit la salle. Le moment de vérité approche, et avec lui, la révélation de tous les efforts fournis. L'annonce commence par des commentaires généraux, évoquant la qualité globale de la compétition, le niveau particulièrement élevé des brigades et la difficulté qu'a représenté la prise de décision. Ces paroles, bien que valorisantes, prolongent paradoxalement la tension, car elles retardent l'instant décisif. Puis, enfin, le nom de l'école gagnante est prononcé, l'Institut Auguste Armand. Pendant une fraction de seconde, le temps semble se figer, comme si les mots mettaient un instant à atteindre pleinement leur cible. Et puis, brusquement, l'explosion de joie survient, libérant une énergie contenue depuis des heures. Les membres de la brigade laissent éclater leur enthousiasme, se congratulent, s'étreignent, comme pour matérialiser une victoire qui, quelques instants plus tôt, restait incertaine. Ce moment de célébration collective agit comme une catharsis, transformant la tension accumulée en une joie presque euphorique. Pour Jasmine, cette annonce est à la fois une récompense et un soulagement. Elle ressent la fierté du travail accompli, la satisfaction d'avoir tenu jusqu'au bout malgré les difficultés, et l'émotion de voir son école reconnue. Pourtant, au cœur de cette joie, une ombre persiste, liée à la situation avec Louis. Car tandis que les autres célèbrent sans retenue, Louis reste en retrait, comme décalé par rapport à l'euphorie ambiante. Son regard ne partage pas la même lumière, son sourire, lorsqu'il apparaît, semble forcé, presque absent. Cette dissonance, dans un moment censé être unanimement heureux, attire inévitablement l'attention. C'est alors que la tension latente trouve enfin un point de rupture. Louis, incapable de contenir plus longtemps ce qu'il ressent, confronte Jasmine sur les paroles qu'il a entendues plus tôt. Le ton, d'abord maîtrisé, laisse rapidement place à une accusation plus directe, chargée de reproches et de frustration. Il lui reproche de l'avoir qualifié de « mec toxique », de réduire leur relation à quelque chose de négatif, voire insignifiant. Derrière ces mots, ce n'est pas seulement une blessure d'ego qui s'exprime, mais une remise en question plus profonde, presque existentielle, de la place qu'il occupait réellement dans sa vie. Jasmine, prise de court par cette confrontation soudaine, tente de comprendre ce qui lui est reproché. Elle réalise alors que ses paroles, prononcées dans un contexte différent, ont été perçues d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Mais face à la charge émotionnelle de Louis,
ces explications peinent à trouver un espace pour exister. L'échange, rapide mais intense, tranche brutalement avec l'ambiance festive qui les entoure. Comme une faille invisible qui s'ouvre au cœur même de la victoire, il rappelle que les succès collectifs ne suffisent pas toujours à apaiser les conflits individuels. Finalement, Louis met un terme à la conversation sans attendre de véritables réponses. Dans un geste qui en dit plus long que n'importe quel discours, il décide de quitter les lieux, s'éloignant de la célébration comme pour marquer une rupture nette, à la fois avec Jasmine et avec ce moment qu'il n'arrive plus à partager pleinement. Son départ crée un vide perceptible, une absence qui contraste avec l'énergie environnante. Pour ceux qui restent, la fête continue, mais elle est désormais teintée d'une incompréhension, d'une question suspendue sur ce qui vient de se produire. Pour Jasmine, cet instant marque un basculement. La victoire, qui aurait dû être un point culminant, se transforme en une expérience ambivalente, mêlant fierté et douleur. Elle comprend que quelque chose de plus profond est en jeu, quelque chose qui ne pourra pas être réglé par une simple explication. Pendant ce temps, ailleurs, la soirée de Léonard Seba continue d'évoluer dans une direction opposée, presque apaisante. Le moment partagé avec son père prend une tournure de plus en plus naturelle, comme si les barrières initiales s'effritaient progressivement. Les échanges se font plus légers, ponctués d'anecdotes et de souvenirs communs qui, loin de raviver les tensions, contribuent à créer un terrain d'entente inattendu. Léonard découvre une facette de son père qu'il n'avait jamais vraiment envisagée, plus accessible, plus humaine. Ce processus, bien que fragile, lui permet de reconsidérer certaines certitudes qu'il portait depuis longtemps. Il réalise que sa perception était peut-être partielle, influencée par des blessures anciennes qui ne reflètent pas nécessairement la réalité actuelle. Ferdinand, toujours présent, observe cette évolution avec une satisfaction discrète. Il comprend l'importance de ce moment pour Léonard, et choisit de laisser la relation se reconstruire sans intervenir excessivement, offrant simplement un soutien silencieux mais constant. Ainsi, tandis que la victoire de l'Institut est célébrée dans un mélange de joie et de tension, une autre forme d'accomplissement se dessine en parallèle. Pour Léonard, cette soirée marque une étape essentielle, non pas dans une compétition, mais dans une réconciliation intérieure qui pourrait redéfinir durablement son rapport aux autres. Et dans cette coexistence de triomphe collectif et de fracture intime, la journée révèle toute sa complexité, montrant que les moments de réussite sont souvent aussi ceux où les vérités enfouies trouvent le chemin de la surface, parfois au prix d'un équilibre fragile. Alors que la soirée touche progressivement à sa fin du côté de l'amphithéâtre, l'énergie collective commence à se disperser, laissant place à une fatigue lourde mais aussi à un besoin de redescendre émotionnellement après l'intensité de la journée. Les rires se font plus espacés, les conversations moins animées, comme si chacun cherchait à intégrer ce qui venait de se produire. Dans cet entre-deux, la victoire de l'Institut Auguste Armand continue d'irradier, mais elle ne possède plus tout à fait la même légèreté qu'au moment de l'annonce. Pour certains, elle reste une consécration pure, mais pour d'autres, elle s'accompagne déjà d'un questionnement plus profond, comme si ce succès révélait autant qu'il récompensait. Du côté de Jasmine, ce décalage est particulièrement marqué. Entourée de ses camarades qui célèbrent encore, elle tente de s'ancrer dans cette joie collective, mais son esprit revient sans cesse à l'échange avec Louis. Chaque sourire qu'elle esquisse semble fragile, presque suspendu, comme si une partie d'elle restait bloquée dans ce moment de rupture. Elle repasse intérieurement les mots prononcés, cherchant à comprendre comment une phrase, prononcée dans un contexte précis, a pu prendre une telle ampleur. Ce travail mental, presque obsessionnel, traduit moins une volonté de se justifier qu'un besoin de retrouver un sens, de reconstituer un lien qui lui échappe désormais. Dans le même temps, l'absence de Louis devient de plus en plus tangible. Ce qui, au départ, pouvait passer pour une simple sortie momentanée se transforme peu à peu en un vide réel, une coupure nette avec le groupe et avec l'instant présent. Cette absence agit comme un rappel constant de ce qui vient de se briser. Autour d'elle, certains commencent à remarquer cette dissonance, sans forcément en saisir les causes. Les regards se font plus interrogateurs, les questions plus prudentes, mais personne n'ose vraiment aborder frontalement le sujet. La fête continue, mais elle n'est plus totalement insouciante. Pendant ce temps, ailleurs dans l'Institut, une autre dynamique se développe, plus tournée vers l'avenir que vers le conflit immédiat. Marc Leroy, fidèle à son tempérament créatif, ne parvient pas à se satisfaire d'un fonctionnement classique et cherche déjà à insuffler une nouvelle énergie dans la pédagogie. Depuis plusieurs jours, il nourrit l'idée d'une masterclass immersive en pleine nature, convaincu que l'environnement extérieur peut révéler des compétences différentes, libérer des formes d'expression que les cuisines traditionnelles ne permettent pas toujours.
Pour lui, la cuisine ne doit pas seulement être technique, elle doit aussi être une expérience sensorielle globale. Cependant, cette vision se heurte initialement à la réticence de Emmanuel Tessier, dont l'approche, plus structurée, repose sur des cadres précis et éprouvés. Pour Tessier, l'exigence passe avant tout par la rigueur, et toute innovation doit être solidement justifiée pour être acceptée. Le dialogue entre les deux hommes, bien que respectueux, révèle des divergences profondes dans leur manière d'envisager la formation. Marc défend une approche plus instinctive, presque intuitive, tandis que Tessier insiste sur la nécessité de maintenir un haut niveau de contrôle et de discipline. C'est alors que l'intervention de Anouk Revero vient modifier l'équilibre de cette discussion. En proposant de co-créer cette masterclass avec Marc, elle apporte une garantie implicite de sérieux et de structure, capable de rassurer Tessier sans étouffer la créativité du projet. Cette proposition agit comme un compromis intelligent, permettant de concilier innovation et exigence. Tessier, bien que toujours vigilant, accepte finalement de donner son accord, reconnaissant dans cette collaboration une opportunité de renouveler certaines pratiques sans renoncer à ses standards. Très rapidement, la nouvelle de cette future masterclass se répand parmi les élèves, suscitant un enthousiasme immédiat. L'idée de sortir du cadre habituel, de cuisiner en pleine nature, d'expérimenter autrement, agit comme une promesse d'aventure et de liberté dans un environnement souvent perçu comme rigide. Parmi les étudiants, l'intérêt est palpable. Certains y voient une occasion de se démarquer, d'autres un moyen de redécouvrir leur rapport à la cuisine. Des profils variés comme Carla, Zoé ou encore Gaspard manifestent leur envie de participer, preuve que ce projet répond à une attente diffuse mais bien réelle. Dans cette effervescence, la masterclass devient rapidement plus qu'un simple atelier. Elle incarne une ouverture, une respiration dans un système exigeant, une manière de rappeler que la cuisine peut aussi être un terrain de jeu, d'exploration, de découverte de soi. Pendant ce temps, la soirée de Léonard Seba a atteint un point de stabilité inattendu. Ce qui avait commencé comme une tentative hésitante de rapprochement avec son père s'est transformé en un moment presque apaisant, où les tensions ont laissé place à une forme de compréhension mutuelle. Autour d'activités simples, comme évoquer des souvenirs communs ou partager des goûts similaires, Léonard et son père découvrent des points de convergence qu'ils n'avaient jamais vraiment explorés. Cette redécouverte, progressive, agit comme un pont entre deux mondes qui semblaient jusque-là incompatibles. Le bowling, en particulier, devient un symbole inattendu de ce rapprochement. Derrière cette activité ludique se cache en réalité une manière de recréer du lien sans passer par des discussions trop frontales, offrant un terrain neutre où chacun peut exister sans pression. Ferdinand, toujours présent, observe cette évolution avec une satisfaction discrète. Il comprend que ce moment, bien que simple en apparence, représente une avancée significative pour son frère, une étape vers une relation plus apaisée et plus équilibrée. Ainsi, tandis que certaines relations se fissurent sous le poids des non-dits, d'autres se reconstruisent patiemment, à travers des gestes simples mais sincères. Cette dualité, omniprésente tout au long de la journée, souligne la complexité des parcours individuels au sein de l'Institut. Et dans cette fin de soirée marquée à la fois par des célébrations atténuées, des projets d'avenir et des réconciliations inattendues, une évidence s'impose peu à peu. Les véritables enjeux ne résident pas uniquement dans les victoires visibles, mais dans la manière dont chacun choisit d'évoluer face aux épreuves, qu'elles soient collectives ou profondément personnelles. Lorsque la nuit s'installe définitivement sur l'Institut, une forme de calme apparente enveloppe les lieux, contrastant avec l'intensité de la journée qui vient de s'écouler. Les couloirs se vident peu à peu, les lumières s'éteignent les unes après les autres, et pourtant, derrière cette tranquillité de façade, les esprits restent en mouvement, incapables de s'arrêter complètement. Pour Jasmine, ce retour au silence agit comme un amplificateur de ses émotions. Privée du tumulte qui lui permettait de se distraire, elle se retrouve face à elle-même, confrontée à la réalité brute de ce qui s'est produit. La victoire, si attendue, semble désormais reléguée au second plan, éclipsée par la fracture qui s'est ouverte avec Louis. Dans cet espace intérieur, elle tente de reconstruire le fil des événements, de comprendre à quel moment précis tout a basculé. Mais plus elle cherche, plus elle réalise que le problème ne tient pas à un instant isolé, mais à une accumulation de non-dits, de perceptions différentes, de blessures jamais exprimées. Louis, de son côté, s'éloigne physiquement de l'Institut, mais emporte avec lui un tumulte tout aussi intense. Sa marche, presque mécanique, traduit une volonté de fuir la situation, mais aussi une incapacité à rester confronté à ce qu'il ressent. Derrière son apparente maîtrise, une colère sourde continue de grandir. Ce qui le trouble le plus n'est pas seulement ce que Jasmine a dit,
mais ce que cela révèle à ses yeux, l'idée qu'il aurait pu être perçu comme toxique, qu'il aurait pu blesser sans en avoir pleinement conscience. Cette remise en question, brutale, vient heurter l'image qu'il avait de lui-même. Dans cette confusion, il oscille entre deux réactions contradictoires, le besoin de se défendre, de rejeter la faute sur Jasmine, et celui, plus enfoui, de reconnaître une part de vérité dans ses paroles. Ce conflit intérieur, loin de s'apaiser, se renforce à mesure qu'il tente de le contenir. Pendant ce temps, Jasmine, restée à l'institut, ressent l'absence de Louis comme une réalité presque physique. Ce vide n'est pas seulement celui d'une personne qui s'éloigne, mais celui d'un lien qui se défait sans qu'elle ait eu le temps de le retenir. Cette sensation d'impuissance la frappe avec une intensité inattendue. Elle repense à leur collaboration pendant l'épreuve, à ces moments où, malgré la tension, ils ont su fonctionner ensemble, créer quelque chose de cohérent, presque harmonieux. Cette contradiction la perturbe profondément. Comment une telle réussite peut-elle coexister avec une rupture aussi brutale? Dans le même temps, autour d'elle, la vie de l'Institut reprend progressivement son cours. Les discussions sur la victoire, les projets à venir, la fameuse masterclass en pleine nature continuent d'animer les conversations, comme si la journée s'inscrivait déjà dans une continuité naturelle. Pour certains élèves, cette masterclass représente déjà une nouvelle opportunité, un horizon vers lequel se projeter. L'enthousiasme qu'elle suscite agit comme un contrepoint à la tension vécue lors de la finale, offrant une perspective différente, plus tournée vers l'exploration et la découverte. Mais pour Jasmine, ces perspectives restent en arrière-plan. Son attention demeure focalisée sur ce qui vient de se briser, sur cette relation qu'elle ne parvient pas encore à définir autrement que par son instabilité. Elle comprend que quelque chose devra être dit, mais ne sait pas encore quand ni comment. Pendant ce temps, la soirée de Léonard Seba se termine sur une note presque apaisée, contrastant fortement avec le tumulte émotionnel des autres intrigues. Le moment partagé avec son père et son frère laisse une empreinte durable, comme une première pierre posée dans la reconstruction d'un lien longtemps fragilisé. En quittant le coffee shop, Léonard ressent une légèreté nouvelle, non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'il a enfin accepté d'ouvrir une porte qu'il gardait fermée depuis trop longtemps. Ce simple geste, en apparence anodin, marque en réalité un tournant décisif dans son parcours personnel. Ferdinand, à ses côtés, perçoit ce changement et l'accompagne sans le brusquer, conscient que ce processus demandera du temps. Leur complicité, renforcée par cette expérience commune, devient un point d'appui essentiel pour les étapes à venir. Ainsi, tandis que certaines relations se fracturent sous le poids des incompréhensions, d'autres trouvent un chemin vers la réconciliation, rappelant que les trajectoires humaines ne suivent jamais une ligne unique, mais se croisent, se heurtent et parfois se réparent. Dans la solitude de son bureau, Emmanuel Tessier observe les conséquences de cette journée avec un regard à la fois lucide et préoccupé. La victoire de l'Institut est une réussite indéniable, mais il sait que derrière ce succès se cachent des tensions qu'il ne pourra pas ignorer longtemps. Pour lui, l'enjeu dépasse largement le cadre de la compétition. Il s'agit de préserver l'équilibre de l'Institut, de maintenir une cohésion entre des individus dont les ambitions, les émotions et les histoires personnelles entrent parfois en collision. Une mission délicate, qui demande autant de rigueur que d'intuition. Dans cette perspective, la masterclass à venir apparaît presque comme une opportunité stratégique. Offrir aux élèves un espace différent, moins chargé, où ils pourront se redéfinir en dehors des conflits actuels. Une manière indirecte de restaurer une forme d'harmonie. Mais en attendant, les fractures restent présentes, et la relation entre Jasmine et Louis en est l'exemple le plus visible. Ce qui s'est joué entre eux ne pourra pas être effacé par le temps seul. Il faudra affronter les non-dits, accepter les vérités inconfortables, et peut-être redéfinir ce qui les unit. La nuit avance, et avec elle, une forme de résignation temporaire s'installe. Chacun, à sa manière, choisit de mettre à distance les tensions, de reporter les confrontations à un moment plus propice. Mais cette accalmie n'est qu'apparente, une pause avant de nouvelles secousses. Car au fond, cette journée n'a pas seulement couronné une école, elle a révélé des failles, mis à nu des relations, et ouvert des questionnements qui ne trouveront pas de réponse immédiate. Elle a marqué une fin, mais aussi, et surtout, le début de nouvelles dynamiques. Ainsi, lorsque les dernières lumières s'éteignent et que l'Institut s'endort enfin, une certitude demeure, derrière la victoire affichée, les véritables enjeux restent en suspens, prêts à ressurgir, à se transformer, et à redessiner les liens entre ceux qui, aujourd'hui encore, cherchent leur place dans cet univers exigeant.